samedi. Au revoir. Mais il nous tardait déjà de vous retrouver pour cet autre échange fusionnel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Au cours de la première partie, vous aurez de quoi titiller votre palais, donc préparez-vous. Alors, Dr Philo nous donne donc le ton de cette première partie. Le public est présent et on est tous prêts à dire « c'est midi, c'est... » Eh oui, c'est midi. C'est maintenant. Ils sont installés, Jessica Bomba, Jean-Michel Onin et bien sûr Aya Lebel, Dr Philo. Vous l'avez vu, ils vous saluent comme ils peuvent. Et pendant qu'il est midi, pendant que nous sommes tous concentrés en train de suivre ces midis ou en train d'animer ces midis, il y a un vénard qui se met bien, comme on le dit. Hein. Docteur Philo, merci en tout cas pour ce que vous nous faites. Et qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Docteur Philo, est-ce que vous m'entendez? Docteur Philo, oui, vos oreilles ne sont pas bouchées, j'espère. Non, non, non. Vous mangez seulement avec votre bouche, pas avec tous vos sens? Non, je pas ça. En fait, quand parler est trop comme ça, ça rentre dans l'oreille, ça fait que souvent on n'entend pas bien. C'est ça que tu veux. Mais vous mangez comme ça, vous n'invitez personne. Les musulmans, pardonnez, excusez-moi, c'est émission. Sinon, moi-même, les mecs arrêtent. Excusez-moi, c'est émission. Non, mais j'ai pas prévu pour tout le monde. Hein? Excusez-moi, hein, c'est souffré. Hein? C'est-à-dire, c'est pas les tenues adéquates pour manger le placali. C'est-à-dire, quand on déguste, c'est une tenue après. Ça, c'est pour le placali. Rien d'autre, comme ça. Ah bon? Oui, là. On a tout. Merci. Docteur Philo, rapidement, petit tour de table. Jean-Michel Onin, en ce qui concerne la chronique. Bonjour Caroline, mercredi. bonjour à tous. Et puisqu'il y a un repas juste en face de Docteur Philo, je vais emprunter un vocabulaire aussi qui est lié. J'ai une double portion pour vous. Il est question de 2 séries. Il nous a arraché du rire, lui. J'ai 2 séries pour vous, 2 séries. Enfin, une série ivoirienne et un film ivoirien. La série, c'est Chiewa. Chiewa. Vous allez en savoir un peu plus. Et puis, le film, c'est Le Destin de Kofi Aya. Donc, les détails à suivre dans pas longtemps. Merci beaucoup. Aya? Oui, merci Caroline. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien à la maison et au travail si vous nous regardez. Alors, dans ma chronique passée, j'avais abordé la calvitie, c'est-à-dire la perte de cheveux chez les hommes. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les femmes parce que je sais que ça avait soulevé quand même quelques interrogations. Donc, je donne aujourd'hui les remèdes contre la perte de cheveux chez la femme. Merci beaucoup, Aya. Et en ce qui concerne le club, c'est midi, Jessica Bomba. Ça va, vous n'êtes pas de bonne humeur apparemment. C'est difficile de se concentrer à côté d'un bal placali. Franchement, c'est pas facile. La même sang. Mais je me demande bien comment Aya fait pour le supporter, quoi. Je ne sais pas. Elle n'a pas le choix. Aujourd'hui, on m'a séparé, sinon ma main se serait retrouvée dans son Oui. Donc, au menu du Club C'est Midi aujourd'hui, retrouvailles entre 2 personnes, donc un membre du Club C'est Midi qui avait émis le souhait de retrouver un membre de sa famille qu'elle avait perdu de vue pendant très longtemps. Retrouvailles au rendez-vous, comme quoi je vais vous demander de préparer votre petit mouchoir car l'émotion sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Eh bien, nous allons nous intéresser, comme je le disais aujourd'hui, à l'art culinaire qui remonte à la préhistoire, puisque selon la pyramide de Maslow, manger fait partie des besoins physiologiques, donc le premier besoin de l'homme. Eh bien, et venons-en donc au thème. Pour moi, la cuisine est de l'art. Qu'en pense Dr Philo? Écoutons-le tout simplement. Oui, mais c'est ça, hein, la cuisine. Excusez-moi, c'est de là, vous l'avez dit, vous avez parlé de préhistoire. Et la cuisine, quand on parle du côté artistique de la cuisine, c'est en général même la cuisine africaine. Parce que A même là, ça signifie authenticité, rigueur, et puis vous voyez un peu... Et le thé? Non, ténacité, c'est-à-dire vous tenez la chose en main. Ténacité. Voilà. Ah, c'est pas ténacité, hein, c'est ténacité. D'accord. En fait, il y avait des problèmes pour trouver thé là, en fait. Quand il cherchait une ténacité. C'est pour la Tout ça, ah, j'ai failli dire c'est l'effet du placali. Il est marrant. Qui m'a placali? C'est ça, c'est ça, l'Afrique, c'est nous. Vous voyez les Occidentaux, les Blancs, j'ai rien contre eux, mais les Blancs ils préparent, mais ils ont l'air manger là. Les Blancs, c'est des véritables acteurs. C'est des véritables acteurs. Même quand c'est pas doux, tu vois les trucs, c'est pas, mais ils sont là. Oh, c'est dégustable. Oh, c'est pas doux dans sa tête. Mais ils mangent. Mais tu dis les Africains, c'est
doux et on aime ça. Quand vous allez en Europe, on vous présente des plats. Moi, je suis allé en Europe, vous allez en France une fois, on me dit, on me présente et on me dit, c'est bex aux haricots. C'est bagaille de mes haricots de la bex. Moi, j'ai vu. C'est bon que j'ai vu. Donc, ça veut dire que la cuisine africaine dans sa généralité et chaque peuple a sa manière de cuisiner. Ne demandez pas, une femme Sénéfo qui va faire sauce graine, puis une face au Djeneka va faire sauce graine, pour Djeneka va être plus doux pour Sénéfo. Parce que Sénéfo, c'est pas poêle ça. Poêle là, c'est comment on appelle ça? Une plat façon, comment on appelle ça? Kyoro. Il y a le nom même. Il n'y a qu'à attendre le nom même déjà. Donc, vous avez dit, c'est ça. Le tchèp, par exemple. Regardez, le tchèp graine. C'est les Sénégalais qui savent faire le tchèp. Et à l'époque, vous voyez comment de plus en plus, hein, les Ivoiriennes. Là, il faut s'amuser avec. L'authenticité de la chose, au fait. Donc, vous voyez, à un moment donné, les Maliens, les Bambara ont failli s'en procurer. Et c'est là, à cette époque, c'est l'approprié. Bambara a voulu cuisiner le tchèp-gen. En faisant le tchèp-gen, c'était même pas doux. Quand elle a fini de cuisiner, et son mari lui a dit, c'est pas bon, à l'Afrique. À l'Afrique, ça veut dire qu'il faut jeter. Et c'est l'Afrique, c'est devenu l'Afrique. Ils n'ont pas voulu jeter, mais ils ont gardé ce mets-là. Ils appellent ça l'Afrique. Ouais. Donc la cuisine africaine, la cuisine, c'est de là en général, c'est ça. Ne prenez pas, vous n'allez pas mettre aubergine avant, truc. Tout est, même dans la dégustation, c'est de là, vous voyez. Merci beaucoup. Public de ce midi, on va remercier Docteur Philo. Alors je vais poser rapidement une question à Jean-Michel. C'est quoi votre repas préféré? J'en aime plusieurs, c'est difficile d'en choisir un seul, mais j'aime bien le tchèp. Le tchèp. Pas seulement, j'ai plusieurs plats. J'aime bien le foufou aussi avec la sauce. Et, ah d'accord. Moi aussi j'adore. Le crabe et coquillage et tout ça. Moi c'est le foutou sauce arachide. Depuis que je suis petite, c'est foutou sauce arachide. Je me baignais même dans les bassines, dans les casseroles de ma mère. C'est la totale. Merci beaucoup. Elle est belle, la même question, nous l'avons posée lors de notre micro-trottoir. Que voici. Mon plat préféré, c'est sauce gnagna avec foutu banane. Poulet bas, c'est mon plat préféré. C'est du riz avec sauce feuille, avec sauce tomate. À part les deux sauces là, ça va. Hein? Évidemment, c'est le riz à la sauce graine. Voilà, c'est vraiment bon, c'est super quand tu manges ça. Ta journée est gagnée. C'est le foutu à la sauce graine. Poulet bas à l'ouest. Voilà. En tout cas, ça fait feu. Oui, très bon. Et permettez-moi, avec vous, cher public, de recevoir donc notre invité témoin du jour. Pour moi, la cuisine est de l'art, c'est elle qui le dit, pas moi. Eh bien, cela fait 4 ans qu'elle est chef cuisinier professionnel. On va recevoir tout de suite Prisca Gilbert. Prisca Gilbert est ivoirienne. Bienvenue sur notre plateau, on est très heureux de vous avoir. Merci. Alors, c'est vrai que la cuisine est pour vous une passion, oui. On va certainement le constater dans vos dires, mais déjà on souhaiterait savoir, puisque vous êtes à la base ingénieur marketing et communication, c'était ça on va dire, votre activité au départ. Oui. Alors c'était quoi ? Qu'est-ce que vous faisiez concrètement ? Quelles étaient vos tâches ? Et puis, comment est-ce que vous appréhendiez donc ce travail ? C'était bonjour tout le monde déjà. C'était. Elle vous a dit bonjour, j'ai pas entendu répondre. J'ai dit bonjour. Bonjour. Ah d'accord, c'est vous les jumeaux de ce midi. Hein? Ok, d'accord. C'était travailler sur des rétro-planning, des campagnes stratégiques de communication. Faire du relationnel, relations publiques, gérer la clientèle, c'était un peu tout ça. Vous l'avez fait pendant combien de temps ? 13 ans. 13 ans ? Oui. Alors, on va dire, au bout de 13 ans, vous vous êtes ennuyé, vous vous êtes lassé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Au bout de 13 ans, il faut dire que j'avais l'impression d'avoir une double vie, hein, parce que je travaillais, mais j'avais aussi cette passion-là qui me suit depuis l'enfance. Donc, je cuisinais beaucoup, mes amis profitaient beaucoup de moi. On m'appelait à chaque fois qu'il y avait des anniversaires, des événements, des trucs de famille. Prisca, il faut cuisiner, il faut faire ça pour nous et tout. Donc, mais vous avez quand même une idée de quelqu'un peut-être dans la famille qui vous a inculqué cet amour-là pour la cuisine ? Ma grand-mère. D'accord. Elle a éveillé ma gourmandise.
Elle a fait mon éducation culinaire, en fait. C'est avec elle que j'allais sur les marchés. À quel âge? 6-7 ans. Elle m'a offert mes premières marmites enfantes. Je commençais à cuisiner avec elle très tôt. Et ce sont des souvenirs qui me guident et qui nourrissent aussi cette passion de la cuisine. Alors, vous avez cette passion en vous, vous avez un boulot, vous me l'avez confié, il était très bien rémunéré. Qu'est-ce qui crée le déclic? Qu'est-ce qui vous pousse donc à partir? Comme je disais, j'avais une double vie. Que vous ne supportiez plus? Non, j'aimais bien. Vous vous sentiez infidèle? Mais j'avais faim de quelque chose, en fait. C'est le mot, j'avais faim de ma passion, j'avais faim de quelque chose. Et sur les réseaux sociaux, j'ai créé une plateforme d'échange entre gourmands, un groupe de cuisine qui s'appelle Miam Miam. Et avec ces personnes, j'ai échangé. On a organisé des rencontres, des ateliers de cuisine. Et c'était toujours ces encouragements-là. Il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu ouvres un restaurant. Pour moi, c'était un projet, mais plutôt pour mes 50 ans, disons. Je me disais, je vais conduire ma carrière dans mon domaine de formation. Et après, pourquoi pas, à 50 ans, ouvrir un restaurant. Et je dirais que les choses se sont organisées autrement. J'ai eu une opportunité, plus ces encouragements. Et je me dis que rien n'est... Il n'y a pas de hasard. Vu que je suis croyante, je crois en Dieu, je me suis dit que c'était le moment. Et je me suis lancée à pieds joints, tout, la tête, le corps, tout est rentré. Voilà. On se lance comme ça dans l'inconnu, il y a forcément des appréhensions. Forcément. Il y a des réalités. Il y a des appréhensions, il y a des réalités. Et il a fallu faire face à tout ça. Il a fallu être forte. Il a fallu lutter avec ses doutes. Et puis voilà, je l'ai fait. Vous avez commencé par quoi exactement? Vous ouvrez votre restaurant tout de suite ou vous pensez à vous former d'abord? J'ouvre mon restaurant. J'ouvre mon restaurant parce que l'opportunité est là. Donc j'ouvre mon restaurant, je fais face aux réalités. La cuisine à la maison est complètement différente de la cuisine professionnelle. Donc mais dès le premier jour, je prends ma claque. Il y a un menu. Je me dis, bon, c'est le premier jour, il y aura quoi, 2-3 personnes maximum. C'est gérable. On est 2 en cuisine, quelqu'un pour la plonge et moi. Donc je me dis, ça va. J'ouvre les portes. La salle est pleine. Waouh. Je me dis, oula. Je ne m'attendais pas à tout ce monde médiocre. Je dis, oula, ça va être chaud. Mais je restais confiante, je gardais la tête froide, tout va bien se passer. En cuisine, je sors ma fournée de crème brûlée. Catastrophe, tout se renverse par terre, tout se casse, il n'y a plus de dessert. Le dessert qui était au menu, c'est fini, terminé. Donc je me dis, oui, il va falloir sortir, expliquer aux gens, vous n'allez pas manger de crème brûlée, je vais vous faire des fruits. Je suis désolée. Comment tu réagis? Ah non, mais nous, on est venus pour la crème brûlée, non. Finalement, ils ont été compréhensifs. Et ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans ma tête, c'est Bagdad. Je me dis, il va falloir que tu te calmes. Tu n'as pas fait tout ça pour baisser les bras. Il va falloir que tu te battes pour que tout se passe bien. Et finalement, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Et dans le déroulement des choses, je me suis rendu compte que je manquais de technicité. Il fallait se former. C'était impératif. La formation, pour moi, était la solution pour m'adapter au milieu de la restauration. Et cette formation-là, qu'est-ce qu'elle vous a réellement apporté? Je veux dire, puisque vous étiez déjà habitué à la cuisine depuis le bas âge, donc vous aviez, on va dire, ce qu'on appelle la théorie, donc vous parlez de technicité. Lorsque vous allez vous former, c'est quoi le plus, c'est quoi la valeur ajoutée? Comme je me disais au début, la cuisine à la maison est complètement différente de la cuisine. Quelle est la différence alors? Les appareils, l'espace, le stress, les quantités, gérer le timing, la technique. Et il faut sortir les assiettes à temps. Et surtout, la famille, les amis vous jugent agréablement parce qu'ils vous connaissent. Donc ils vous aiment, ils aiment vos plats.
Les gens qui viennent manger au restaurant, ils ne vous connaissent pas. Ils vous jugent durement. Ils vous jugent durement, ils vous jugent sur vos plats, sur vos capacités. Et après, quand ils vous rencontrent, ils disent « Ah, c'est super » et tout. Mais ils ont payé pour manger, donc voilà. Ils veulent bien manger. Et on n'a pas le droit de se louper. Et où est-ce que vous allez vous faire former? Je pars à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse. Et j'ai choisi, je voulais une école de... J'avais pas beaucoup de temps déjà. Parce que j'avais un restaurant, je ne pouvais pas m'absenter bien longtemps. Il me fallait une formation efficace, top, en très peu de temps. Et j'ai postulé à l'Institut Paul Bocuse. Quand j'ai postulé, CV, entretien, demande de stage, parce que c'est vraiment ça. Il y a 10 personnes qui sont retenues après tout le processus. Et j'ai été retenue tout de suite. Donc j'étais ravie, heureuse, tout ce que vous voulez. Et il me fallait 2 mois pour tout intégrer, mais vraiment tout intégrer, pour revenir comme une machine de guerre, pour servir de belles assiettes aux gens. Et quand je suis partie, j'ai découvert un monde rigoureux et génial en fait. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai beaucoup appris. Et c'est là que j'ai découvert en fait que la cuisine, c'était pas forcément les goûts. C'était aussi la beauté des assiettes. Il faut que la cuisine éveille les sens, il faut que la cuisine vous touche profondément. C'est-à-dire, il n'y a pas juste c'est bon. Dès qu'on vous pose l'assiette, il faut faire waouh, c'est beau. Et quand vous goûtez, vous dites oh, c'est trop bon. Alors, à votre avis, si on devait peser dans la balance, parce que ce que vous dites est très intéressant, vous dites la cuisine, c'est pas seulement le goût. Donc il y a aussi le volet esthétique qui rentre quand même en ligne de compte. Alors dans la balance, on mettra combien de pourcentage pour le goût et combien pour, on va dire, la décoration, l'esthétisme? Je mettrais 50-50. Pourquoi? Parce que les gens, vous ne leur dites pas c'est une belle assiette, allez-y. Ils risquent d'être profondément déçus. L'assiette peut être super belle et quand on n'y retrouve pas le goût, on est déçu. Il y a un savant équilibre qu'il faut pouvoir retrouver dans les assiettes. Votre spécificité en matière de cuisine, on reviendra à Jess tout à l'heure, votre spécificité, je veux dire, est-ce que vous êtes beaucoup plus plat européen ou plat africain? Ma base est africaine, typiquement ivoirienne, parce que j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère. C'était les sauces guaguassou, la sauce gombo, la sauce graine, les cré-cré, tra-tra et consorts. Elle nous met l'eau à la bouche. En plein midi. En plein midi. Alors, moi, je veux revenir un tout petit peu en arrière concernant votre formation chez Paul Bocuse, qui est quand même un établissement de prestige. Je n'y rentre pas qui veut. Il y a des personnes qui attendent pendant 2 ans, 3 ans. Vous pensez, qu'est-ce qui a fait? Parce que vous avez postulé tout de suite et vous avez été prise tout de suite. Qu'est-ce qui a, d'après vous, qu'est-ce qui a joué dans la balance? Est-ce que déjà vous avez rencontré d'autres Ivoiriens, par exemple, chez Bocuse? Pendant ma formation, non. Quand je suis arrivée, en fait, j'ai demandé pourquoi est-ce que j'avais été retenue, pourquoi est-ce que j'avais été choisie. Et on m'a dit, ah, votre profil a accroché parce que on a vu... Question bizarre quand même, vous n'étiez pas sûre d'être retenue, quoi. Non, parce qu'on n'était que 10. Et en échangeant avec les autres, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient postulé depuis 2 ans. Et moi, j'ai été prise tout de suite. On m'a dit, oui, mais parmi les candidats, on n'avait pas encore reçu d'Ivoiriens. Et pour le coup, c'était très exotique. C'est pour ça que j'ai été retenue. Donc vous êtes la première Ivoirienne, en tout cas, à avoir fait une formation chez Bocuse. Oui, dans cette, on va dire ça, dans ce module-là. Alors, la cuisine ivoirienne pour vous, quels en sont ses atouts? Quels sont les atouts de la cuisine ivoirienne et qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Vous commencez par la deuxième question. Non, je vais commencer par la première. Notre richesse, en fait, notre richesse, ce sont nos produits. La qualité de nos produits. On a encore la chance de ne pas être envahi. Qualité et diversité aussi, peut-être? La diversité. J'arrive là. La qualité, parce qu'on a encore la chance d'avoir je dirais une agriculture sauvage.
pas encore, on n'est pas encore... Ça peut être une qualité, être sauvage. Donc. On a une agriculture encore sauvage, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore envahi par tout ce qui est OGM et tout ça. Donc on a la fraîcheur des produits, on a l'accessibilité des produits, on a la diversité des produits et on a la qualité des produits. On a de super produits, la banane, le cacao, le cocota. J'ai même testé le cocota. C'est la saison, hein. J'ai testé le cocota, j'en ai fait un sorbet, c'est excellent. Non, pas l'autre cocota. Hein. Non, le cocota, le fruit. Le fruit, bien sûr. On est d'accord là. Donc voilà, donc c'est la richesse, la diversité, voilà. Et vous, en tant qu'Ivoirienne, avec cette solide expérience que vous avez réussi quand même à acquérir, qu'est-ce que vous apportez à cette cuisine-là? J'essaie d'apporter ma petite contribution parce que je pense qu'on œuvre tous pour que cette cuisine-là soit plus belle, soit plus riche et se positionne idéalement sur le plan international. J'y apporte ma modeste contribution, j'y apporte ma sensibilité, voilà, mon savoir-faire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la formation que vous avez eue, on peut considérer que vous pouvez façonner donc, la cuisine ivoirienne de sorte parce qu'on ait des produits ivoiriens appelés comme, je veux dire, un plat gastronomique en fait? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je prendrai un exemple tout simple. Je prendrai la cuisine française. À la base, la cuisine française, ce sont des plats du terroir, ce sont des pot-au-feu, ce sont des cassoulets, voilà. Et maintenant, on se retrouve face à ce défi-là, c'est-à-dire faire passer notre cuisine du terroir à nous, nos sauces, nos guaguassou, qui sont très bonnes, à quelque chose d'un peu plus, je dirais, raffiné esthétiquement. On garde le goût, parce que c'est notre culture, parce que c'est notre signature, mais on essaie d'y apporter un peu plus d'art, un peu plus de sensibilité. J'entendais quand même Loïc Dablé, vous le connaissez bien, oui. Il est ivoirien, il vit en France, enfin, je crois qu'il jouit de la double nationalité. Et on devait le recevoir aussi hein, dans ce même cadre, et qui disait que la cuisine ivoirienne, sinon africaine en général, n'était pas suffisamment exploitée. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a bien raison. Il a bien raison, pourquoi? Parce que on est resté très proche de nos traditions, on est resté ancré dans nos traditions. Et depuis peu, certains chefs, je pense bien ne pas être la seule, mais certains chefs essaient de tirer cette cuisine-là, de la faire évoluer. Voilà. Vous avez une stratégie spécifique pour y arriver? Je cuisine avec mon cœur. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de stratégie particulière. Je cuisine avec mon cœur et je pense que... Je vais essayer aussi de cuisiner avec mon cœur. Je ne sais pas si ça va donner les mêmes résultats. Je pense que si. Avec le temps, oui. Je pense que si. Avec le cœur et puis certainement avec la technicité avec la technicité que vous avez. Que la formation m'a apportée. Avec le cœur et la formation, oui. Oui. Et la passion, hein, la passion, ça vient du cœur. C'est cela. Donc je suppose que vous finissez votre formation chez Bocuse, vous rentrez à Abidjan forcément avec tout le bagage que vous avez. Et quand vous rentrez à Abidjan, est-ce que vous continuez assez rapidement pardon, dans la lancée du restaurant ou est-ce que vous décidez de passer à autre chose? Je continue avec le restaurant, c'est une belle aventure. Et à un moment, j'ai faim d'autre chose, j'ai envie d'autre chose, donc je ferme le restaurant. Il y a tellement de zones à explorer avec la cuisine. Je suis chef à domicile maintenant. Je forme des brigades de cuisine parce que la transmission, c'est très important. Des brigades de cuisine? Des équipes de cuisine. Brigade, c'est le terme générique, je dirais. Des équipes de cuisine. J'ai une émission qui s'appelle Miam sur YouTube. Et je suis en train d'écrire un livre sur la cuisine ivoirienne. Voilà. Et au niveau de cette brigade de cuisine que vous formez, je veux dire, en majorité, on a des hommes ou des femmes? Dans les brigades? Dans les brigades. Je suis pour la mixité. Qui s'intéresse le plus? Oui, vous, mais qui s'intéresse le plus à la cuisine? Qui s'intéresse le plus à la cuisine? Est-ce que ce sont les femmes? Que la cuisine est une affaire de femmes. Mais professionnellement, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est un fait. Dans les cuisines, il y a plus de chefs cuisiniers hommes que de chefs cuisiniers femmes.
Mais ce sont des choses qui se corrigent, qui, avec l'évolution, je pense qu'il y aura beaucoup plus de femmes chefs. Maintenant, on a des hommes sages-femmes, donc l'équilibre des choses va se faire tout doucement. Vous avez rouvert le restaurant. Comment est-ce qu'il se comporte aujourd'hui? Le restaurant, il est fermé. Il est toujours fermé? Il est fermé, oui. Je suis passée à une autre étape. Là, je fais autre chose. La formation? La formation. Je suis chef à domicile. En fait, chef à domicile? Chef à domicile, c'est-à-dire... On vous loue, quoi. Docteur Philo... Vous allez cuisiner chez moi là-bas, il passe pas si ça va être cuit. Voilà, moi je vais m'attarder un peu sur le volet esthétique au fait. Je vais dire, vous avez parlé, voilà, le volet esthétique, moi mon placali est là. Bon, excusez-moi, chef qui est là, on profite pour apprendre. Voilà, moi je mange toujours placali. Ça là par exemple, comment on pouvait rendre ça plus esthétique encore? Parce que quand il était assis, il a dit lui là, bon, bref, chef est là, comment on pouvait rendre ça encore plus esthétique, plus... Voilà, le poulet est là, voilà, le crabe là qui est là. On aurait dû faire comment? Je ne sais pas. C'est très bien, hein. C'est appétissant. Vous ne trouvez pas? Approchez. Oui. C'est appétissant. Le placali, la farine de manioc, aurait pu être cuite différemment, dressée différemment. Il ne faut pas vous adresser seulement à Docteur Philo, on a vraiment besoin de vous entendre. La farine de manioc aurait pu être cuite différemment, on aurait pu la cuire au four. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Je vous explique. Hein. Je pense qu'on a dû tous faire ça quand on était gamin. La casserole de placali, quand on finit de vider, il y a une croûte qui reste au fond, qu'on retourne sur le fourneau. Oui. C'est très bon. On mange ça? Moi j'en ai mangé, je ne sais pas pour vous. Je pense que tout le monde a dû goûter une fois. C'est comme un biscuit en fait de manioc. On peut très bien l'utiliser dans une assiette. Avec quoi en accompagnement? Pour dresser le placali. Pour avoir une différence de texture. C'est-à-dire avoir la pâte du placali, avoir le biscuit de placali et même la sauce. Ce sont des feuilles plats, c'est-à-dire les faire revenir autrement et agrémenter l'assiette pour qu'elle soit belle. On n'est pas obligé d'en faire une sauce aussi liquide. On retrouvera des textures différentes, mais on retrouvera le goût du placali qu'on a l'habitude de manger. Donc il y a tellement de choses à... C'est là où on voit que l'école parle. Alors, Miss Gilbert, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Nous allons continuer donc dans cette lancée. Quelques petites prescriptions en cuisine pour éviter par exemple de trop saler la sauce. La cuisine. Ou de cramer la nourriture qu'on a au feu. Il faut arrêter de regarder trop la télé quelquefois, les télénovelas. La novelas. Franchement, on crame rapidement son plat comme ça. Mais plus sérieusement, ce que je voudrais dire, c'est que la passion guide les cœurs, la passion guide les ambitions. Mais il est important de ne pas oublier de se former. La formation est très importante. Et quand on suit son cœur, quand on suit ses envies, on peut arriver à faire de belles choses. On parle de formation lorsqu'on veut professionnaliser la chose, mais pour l'individu lambda, je veux dire pour la femme qui a besoin d'avoir toujours de bons mets, de proposer de très beaux mets à sa famille, c'est de celle-là que je parle en fait. Si elle a envie de vivre de sa passion. Parce qu'il y a certaines femmes qui cuisinent chez elles qui sont cordon bleu et qui se disent « Oh, je pourrais en faire un métier ». C'est tout à fait possible d'en faire un métier. C'est tout à fait possible de sauter le pas. Il suffit juste d'avoir le courage de le faire. Je ne pense pas que cela manque à nos femmes ici. Je pense que toutes les femmes sont courageuses, toutes nos mères sont courageuses. Et tout le monde peut le faire. Alors, j'ai pas envie de vous laisser, je ne sais pas pourquoi. L'ultime conseil, justement pour que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, en tant qu'Ivoirien, quand on sort du pays, les mets africains, les mets ivoiriens nous manquent énormément. Mais quelle serait donc votre proposition pour que les repas ivoiriens puissent véritablement s'exporter? Et pour que aussi la Côte d'Ivoire devienne une destination touristique culinaire. Culinaire? Je pense l'ouverture d'esprit, l'envie de découvrir. C'est bon la tradition,
Mais c'est bien de s'ouvrir à autre chose, à d'autres techniques. C'est bizarre, mais quand on vous regarde, on a du mal à croire que vous savez vraiment cuisiner. Je ne sais pas. Un peu trop raffiné pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment. Non, c'est pas une... Ah non, vous ne pouvez pas répondre, ne répondez pas. Pour dire que, en fait, c'est un signal que vous envoyez pour dire que ça ne dépend pas de notre statut social, ça ne dépend pas de notre personnalité en tant qu'être humain, puisque manger est une nécessité. On a tous besoin, qu'on soit homme ou femme, j'insiste là-dessus, qu'on soit homme ou femme, on a besoin d'apprendre à cuisiner. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Il y a un message caché. Il y a un message voilé. Merci beaucoup. Si vous avez un mot de fin. Non, merci à vous et je vous souhaite de passer un bon moment. Merci infiniment d'être venu partager votre belle expérience avec nous. C'est donc la fin de cette première partie. On se retrouvera dans quelques instants, juste après la pub. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile A, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Merci beaucoup. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et avec nous dans ce studio, le lycée classique dont la présidente est Cynthia. Elle est âgée seulement de 16 ans. On aimerait bien les voir, n'est-ce pas? Le lycée classique, vous êtes où? C'est le lycée classique d'où? De Cocody? Lycée classique de Cocody. Je pensais qu'il y avait un lycée classique à Yopougon. Alors, merci beaucoup d'être venu. Et la présidente dont on parlait, qui a 16 ans, c'est vous. Je vous ai vu participer pendant l'émission. Vous étiez souriante, vous applaudissiez. Venez, récupérez ça. C'est de la part de notre sponsor Move. C'est à vous. C'est votre cadeau, c'est votre souvenir. C'est de la part de Move. Et c'est aussi ça, C'est Midi, n'est-ce pas? On offre de temps en temps des cadeaux en plus de tout ce qu'on vous offre comme information et comme sourire chaque jour. Voilà, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi une autre information que je dois vous porter, une information très très importante. Made in Africa s'intéressera cette fois au domaine de la restauration. Nous y sommes donc ce jeudi 15 juin à partir de 20h50 sur RTI 1. Le thème, la restauration, un secteur en manque de professionnalisation. Grande question. L'émission est présentée par Stéphane Trifot, une émission très très belle à regarder et enrichissante que je vous invite à suivre. Sur ce, mesdames et messieurs, on va retrouver Jessica Bamba dans le C'est Midi Club, n'est-ce pas? Yes. Ça vous a échappé. On y va. Comme je disais avant de commencer, C'est Midi Club, des retrouvailles au rendez-vous. Notre chère et tendre Fatim Djedje avait émis donc le souhait de retrouver un membre de sa famille qu'elle n'avait jamais vu. Et c'était à l'occasion justement de l'hommage à notre regretté Ernesto Djedje. Le 8 juin dernier. Le 8 juin dernier, oui. Elle a donc émis le souhait donc, de retrouver une personne qu'elle n'avait jamais vue. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez cette petite séquence qui va vous rafraîchir la mémoire. Fatim Djedje nous a joint. Elle est à la recherche de sa sœur qui s'appelle Evelyne Djedje. Voilà, donc Evelyne Djedje, si vous suivez cette émission, n'hésitez pas donc à rentrer en contact avec l'équipe de C'est Midi pour rencontrer votre sœur Fatim. Voilà, donc nous, le Club C'est Midi, ce qu'on a fait, on a mené notre petite enquête et on a réussi justement à retrouver cette personne-là. Regardez, c'est une séquence qui est riche en émotions et je suis sûre que vous allez écraser une petite larme. On regarde. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Enchantée. Ça va? Oui, ça va. Ah, je suis contente. Bon, pareil. Je suis contente. T'as bien fait d'appeler. Comment t'as fait? Eh Seigneur, dis-moi tout. D'accord. Comment ça fait? T'as vu l'annonce sur RD Ce Midi? Oui. J'étais devant l'écran. C'est pas vrai. À la dernière minute, la Caroline m'a informé que bon,
que Fatim Djedje, elle a montré ta photo d'amour avec papa. Voilà. Et puis après, elle a dit, ah, Fatim Djedje souhaite rentrer en contact avec sa soeur Evelyne Djedje. Donc moi-même, j'étais dépassée par les événements. Elle dit, ah, en direct comme ça, j'ai attendu mon nom. Donc j'étais vraiment émue. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour te retrouver. Mais toi, tu savais qu'on était là, que j'étais là? Bon, oui. Bon, oui. Moi, je savais que tu présentais toujours l'émission sur Radio Côte d'Ivoire, le matin. Ah bon? Comment tu sais? Bon, j'attends Fatim Djedje. Donc mon mari a tiqué, il dit, chérie, est-ce que c'est pas ta soeur là? Fatim Djedje a toujours sa sonne là. Il a dit, bon, il y a beaucoup de Djedje. Oui. Voilà, donc à ma grande surprise. Bonjour, c'est ta famille? Oui, et puis lui c'est ton neveu. Bonjour monsieur. Enchanté. Hé, viens là. On dit quoi? Hé, ça va? Le matin même, t'as vu à la télé, matin au bonheur. Il était concentré ici comme il te connaissait. Ça va? Chou, il s'appelle comment? Yedidia. Ça va? Et je suis trop contente. Moi pareil. Donc tout ça, c'est vous qui m'entendiez à la radio? Oui. Mon nom. Il a insisté, il dit, chérie, il faut aller à Radio Côte d'Ivoire. C'est sûrement ta soeur. Toujours il attend Fatim Djedje. Il dit, bon, il y a beaucoup de Djedje. Donc on ne sait jamais. Et effectivement, c'était moi. Encore moi. J'ai pas fait fort. Non, mais moi je ne sais pas comment faire. Je cherche. On me dit peut-être que tu es à une Kougou, je ne sais pas. Oui. Après, on me dit non, on ne sait pas où tu es. Donc je ne sais plus quoi faire. Donc quand ils ont fait l'émission, j'ai dit vraiment, je ne voulais pas venir sur le plateau. J'étais déjà venue il y a 2 ans. Oui. Ça suffit. Mais j'ai dit rendez-moi un service, je vous en supplie. Passez cette annonce, on ne sait jamais. Je suis dépassée. Donc ça a marché. Non, mais je l'ai fait sans en me disant, peut-être quelqu'un va entendre, va te dire, mais que toi tu regardes en même temps. Non, c'est midi, ça la cote, hein. Donc t'étais devant le plateau, direct. Oh Seigneur. Donc Caroline Da Silva, là, je vais venir passer d'autres messages. Hein. Puisque les gens entendent. Donc je reviens. C'est midi spécial. J'ai des messages à passer, je rigole. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Andjo. Merci. En tout cas, merci à Caroline et son équipe. En tout cas, c'est grâce à eux que j'ai retrouvé ma soeur. Des sœurs qui ne s'étaient jamais vues. Je crois que c'est quand même émouvant de voir une personne à la télévision. Tu te demandes est-ce que c'est ma sœur, tu as des doutes, tu ne sais pas. Et après, tu te rends compte qu'en fait, cette personne que tu entends à la radio, que tu vois à la télévision est finalement un membre de ta famille. C'est assez touchant et c'est ça aussi, c'est midi, c'est à ça que ça sert. Tout le monde regarde cette émission. Donc du coup, le Club C'est Midi, on est là pour ce genre de rencontre, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup Jessica et chapeau aussi à Fatim. Chapeau à Fatim qui a bataillé dur pour retrouver certains de ses frères. Voilà, c'est très bien. Eh bien, nous allons donc poursuivre cette émission. Retrouvons à présent Aya Lebel qui s'échauffe. Voilà, on la retourne tout de suite. C'est parti. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que pour une femme, perdre ses cheveux, c'est quand même très préoccupant. Franchement, c'est quand même une situation... C'est une catastrophe. Un problème sérieux qui peut nous rendre hystériques. Et vous savez comment on appelle ça ici en Côte d'Ivoire, Aya? C'est le chili pelé. Le chili pelé. Oui. Le nom même fait peur déjà. On dirait une maladie de dingue. Chili pelé. Sachez que d'après une étude du Journal of Dermatology, 11% des femmes d'origine africaine sont concernées par la chute de cheveux. Wow. C'est quand même un nombre qui est assez important en comparaison. Pour les caucasiennes, c'est-à-dire les blanches, elles représentent uniquement 5%. Donc c'est déjà 2 fois plus qu'elles. Ce que je peux dire, c'est que... outre les raisons qu'on connaît, dont on a déjà parlé, hormonales chez la femme, il y a 2 problèmes majeurs qui vont provoquer cette alopécie chez la femme noire. Et ces 2 raisons-là, on les connaît fort bien. C'est le défrisage et la chute par traction. Le défrisage en soi ou le défrisage excessif ou Alors, le défrisage est un traitement chimique qui est à la base déjà pas forcément conseillé. C'est jamais bon de vouloir changer chimiquement une partie de notre corps, que ce soit les cheveux ou les cils, les ongles. Ça affecte le corps humain d'appliquer des produits chimiques. Mais c'est vrai que le défrisage à outrance devient une raison encore plus importante et va provoquer une perte encore plus importante. Mais pour des femmes
qui ont l'habitude de se défriser depuis qu'elles ont 15 ans, 20 ans, quand elles arrivent à un certain âge, vers 40 ans, 45 ans, 50 ans, vers la ménopause, il va y avoir une perte de cheveux qui va être importante, le chili pellet, et aussi pour les femmes qui, justement, qui ont l'habitude de se tresser, de se natter, de se tisser. Lorsqu'on va tresser trop serré, vous allez perdre vos cheveux. Il faut savoir que le cheveu peut être retiré 3 fois. Donc au-delà de ça, il ne repousse plus. Donc arracher les cheveux va provoquer une perte importante. Le cuir chevelu, en fait, il faut le savoir, va être traumatisé. C'est-à-dire que quand on aura perdu ses cheveux, si on en perd trop et en trop grande quantité, le cuir chevelu va arrêter tout simplement de faire pousser les cheveux. Et c'est là que les produits que je vais vous proposer vont intervenir et remédier à ce problème. Alors, les premiers, notez bien les molécules que je vais vous donner. Il y a, c'est très efficace, il y a le minoxidil 2% et l'aminexil. Ce sont des lotions qu'on applique sur le cuir chevelu et qui sont en fait composées d'une molécule pas particulièrement utile dans les cas d'agression du cuir chevelu, c'est-à-dire du traumatisme comme l'arrachement ou les traitements chimiques, ce qui est le cas chez la femme africaine. Donc ces 2 lotions-là, appliquées sur le crâne, vont vous permettre de récupérer vos cheveux et de rebooster la pousse. On va avoir également la cystine qui là va être un comprimé pour les gens qui n'ont pas perdu énormément de cheveux mais qui sentent qu'ils ont besoin de se fortifier un petit peu le cheveu. C'est un comprimé qu'on peut prendre pendant quelques mois et c'est une molécule qui va mimer en fait la texture du cheveu, la composition du cheveu, donc qui va venir le fortifier. Et où est-ce qu'on retrouve tous ces produits en fait? Alors ces produits-là, on peut les trouver chez des revendeurs de cosmétiques américains ici, également en pharmacie parce que ce sont des traitements médicamenteux. Et pour les rastas là, justement, ça arrive, c'est ça que je finis et je finirai comme vous me le faites, vous me le rappelez, avec un produit 100% naturel pour les femmes qui sont patientes, c'est l'huile de ricin noir. Justement, on appelle aussi Jamaican Black Castor Oil. C'est les vendeurs qui font peur, sinon le produit est bon. C'est ça, exactement. Je l'ai testé, je l'ai approuvé. Voilà, merci Caroline. Merci beaucoup Aya Lebel, merci pour toutes ces informations. Et oui, nous allons poursuivre. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Eh bien, vous êtes tous invités à aller faire ce geste pour sauver des vies. Voilà, c'est tellement simple. Hier, on a eu beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, si vous avez entendu l'appel, n'hésitez pas à aller donner votre sang, un peu de votre sang quand même, parce qu'il y a des personnes qui meurent chaque jour par manque de sang. Et voilà, nous abordons à présent la dernière partie de l'émission et retrouvons tout de suite Jean-Michel. Voilà, je vous avais promis une double portion. La première dose, la voici, c'est Chié. Wow. Vous savez que quand on le dit comme ça à Abidjan, ça voudrait exprimer la surprise. Ce sont des onomatopées locales. C'est donc une série ivoirienne de 195 gags de 2 à 3 minutes réalisée par Charlie Ebi qui nous propose des histoires de vie scénarisées et tournées dans le quartier de Yopougon, Toit-Rouge. Au total, 13 acteurs qui vous donnent un rendez-vous avec le quotidien, la proximité et le rire. Voici un extrait de cet épisode qui est Démon djihadiste. Ah, on regarde. Oh, y'a quoi? Ah, le monsieur est tombé en passé. Il est tombé, il est mort ou bien c'est... Oh, calmez-vous. Est-ce que vous me connaissez? Toi, t'es qui? Je suis le très très révérend apôtre Archibishop international. Ah bon? Ça là, je connais ce cas là. C'est quoi? Ça, c'est un démon baoulé. Oui. Je vous parle. Putain, c'est encore. Hey, ma petite, laisse. Démon, il y a son baoulé. J'ai dit, il y a pour guérir. Je viens de délivrer 3 comme ça. Tout ça là, il vient de délivrer. Bible là. Mon petit, il ne faut pas faire ça quand je te donne quelque chose. Bon, ok. Non, non, laisse-moi ça. Non, laissez, je vais prier pour lui. Oh, Niamien. Démon. Fidèlement. Non, ça, c'est un démon djihadiste. C'est pas de Côte d'Ivoire. Gigi. C'est quoi ça? Non, ça va. Mais on peut quittez là. Voilà. Il y a parfois des risques aussi dans la délivrance. Tout à fait. N'est-ce pas? Franchement, bien dit. Alors, la seconde dose, c'est une série, Le Destin de Kofi Aya, réalisée entre Abidjan Yamoussoukro Abouasso et par Bébé Franck Olivier, avec des acteurs que nous connaissons, Guéhivet, Jules Abeto, Totanzela, Geneviève Bosso, Goli Georges Petitconé. C'est l'histoire de Kofi Aya, qui est une brillante jeune fille qui a été victime pendant son année scolaire d'un viol dont elle n'a jamais parlé à ses parents. La raison, c'est que l'auteur de ce
de cet acte ignoble, il faut le dire, la met sous pression et sous menace, avec pour intention, donc de la derrière-pensée, de sacrifier l'enfant pour multiplier sa fortune. Ça arrive aujourd'hui, on connaît ces histoires. Donc l'avant-première aura lieu, est prévue pour le 12 août à l'Hôtel Ivoire ou au Palais de la Culture. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, le dénouement est fort et l'histoire est riche en enseignements. Je voudrais que chacune d'entre nous ici présents dise ce qu'elle voudrait faire plus tard dans l'avenir. Moi, je ne vais pas loin. Après le BPC, je rentre au CAFA pour devenir institutrice. Parce que mon père n'a pas les moyens. Hé, Mamadi, ça va, on dit quoi? Comment vas-tu? Elle t'intéresse ça, non? C'est la vérité, ouais. Moi-même. Oh. Une sale petite fille impolie, effrontée comme ça là. Ok. Recevoir le jeune réalisateur. Il y a son nom quand même qui résonne comme une danse du terroir pour dire que c'est un véritable artiste. Son nom c'est Gbegbe Franck Olivier, réalisateur de la série Le Destin de Kofi Aya. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Eh bien, ce que vous entendez, c'est le groupe, c'est GBO Productions, n'est-ce pas? Merci beaucoup de votre présence dans ce studio. Alors, Jean-Michel nous a partagé quand même la trame, on va dire, de ce film. Mais en même temps, on a vu des armes, on a vu de l'action. C'est quoi la moralité de ce film? D'abord, la moralité, c'est sur l'école. On débute par un viol, Kofi Aya qui a été violé par un milliardaire. Et celui-là, ce milliardaire possède toutes ces armes-là. Donc il a le pouvoir même de faire taire cette affaire juste en tuant la jeune fille. C'est pourquoi elle a occulté l'affaire à ses parents. Et quand vous voyez les armes, ce sont des armes, c'est l'arsenal militaire même de cet homme d'affaires. Voilà. Et c'est votre premier film? Non, non. Vous êtes à votre quatrième film? Quatrième film. Le quatrième film. D'accord. Et je veux dire que pour une production pareille, je ne vais pas vous demander forcément le coût, mais vous avez suffisamment de moyens ou bien vous vous faites subventionner? Bon, Le micro, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, c'est la première série, sinon on a 3 autres longs métrages. D'accord. Voilà. Pour les longs métrages, c'était avec des moyens de bord. Voilà. Je suis un auteur, un écrivain, et le premier revenu de cette écriture-là, j'ai injecté ça au cinéma pour animer un peu mes écrits. Pour ce qui concerne la série, c'est un budget colossal. Donc on ne pouvait pas le faire avec des moyens de bord, mais on s'est fait aider par un particulier qui voudrait compter son nom. Voilà. D'accord. Qui nous a aidés, c'est lui le un mécène très très discret. Hein. Oui, très c'est rare de nos jours. Hein. Discret, voilà. Donc, je préférais ne pas dire son nom ici. Il sera bientôt en salle, le film? Oui, il sera en salle le 12 août prochain. D'accord. Voilà, le 12 août prochain, c'est l'avant-première. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Quand vous entendez cette musique, c'est que l'émission est vraiment terminée, quoi. Merci infiniment, Gbegbe Franck Olivier, d'être venu sur notre plateau. Merci au public, à GBO Productions, au lycée classique de Cocody. Et grand merci à vous, très chers téléspectateurs, et bien sûr à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation et à l'élaboration de cette émission. On vous donne rendez-vous pour demain, 12h. Même heure, on va dire, même plaisir aussi. Au revoir.